Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus donc aujourd'hui pour ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Joseph Espagna et je représente Skesi, leader dans le secteur des filières de maladies rares, en tant que chargé des relations utilisateurs. J'accompagne donc les utilisateurs dans l'utilisation de nos solutions et je réponds aussi à vos différentes demandes voilà, sur le support. Aujourd'hui, pour ce webinaire, nous sommes accompagnés d'Anna Varosi et de Yaya Debza, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, déjà, merci pour cette invitation. Alors, moi, c'est Anna Varosi et je travaille comme chef de projet dans deux structures maladies rares différentes, à l'hôpital Bicêtre déjà, du coup à la PHP. D'un côté, la plateforme d'expertise maladies rares, du coup, qui regroupe les centres maladies rares de Paris-Saclay, des hôpitaux Paris-Saclay, et pour un centre maladies rares en particulier, des maladies du métabolisme du calcium et du phosphate. Et c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir aujourd'hui parce que je m'occupe en fait de l'organisation des IACP pour ce réseau maladies rares. Et moi, c'est Yaya Debza, du coup, pareil, double casquette. Donc, je suis à mi-temps attaché de recherche clinique pour la plateforme d'expertise maladies rares du groupe hospitalier, donc basé à Bicêtre, comme vous a dit. Et à mi-temps, je travaille pour une filière de santé maladies rares, donc la filière Oscar. Et je suis chargé de mission recherche et base de données. Et ça ne transpire pas dans le nom des missions, mais je suis aussi responsable de tout ce qui est accompagnement des centres dans la mise en place des IRCP via l'outil Skill. Donc voilà, c'est ça que je suis présent à COPR. Merci beaucoup Yaya et Anna donc de participer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant qui est le suivant. Comment améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rares? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord présenter le contexte, puis avoir un retour d'expérience de nos intervenants, avant de voir concrètement comment répondre voilà, à un cas de maladie rare. Et surtout, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session pour que ce soit un véritable échange. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc, les maladies rares ne sont finalement pas spécifiquement rares. En France, elles représentent un enjeu majeur de santé publique, car plus de 7000 maladies rares sont identifiées à ce jour, atteignant plus de 3 millions de personnes, ce qui représente 4,5% de la population, selon France Asso Santé ou encore le ministère de la Santé. Les maladies sont dites rares lorsqu'elles touchent une personne sur 2000 et 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Mais à ce jour, il y a une méconnaissance donc des maladies rares de la part des médecins et du grand public. Il y a souvent des retards de diagnostic avec 5 ans d'errance dans un quart des cas et 50% des personnes touchées par une maladie rare restent sans diagnostic précis. Les parcours de soins ne sont pas adaptés avec plus de 95% des personnes atteintes qui se retrouvent sans aucun traitement, selon le Collège belge de génétique humaine et de maladies rares. Tout cela sont des conséquences en partie dues à une communication non fluide entre les professionnels de santé. Par exemple, un patient a des symptômes complexes, une maladie difficile à diagnostiquer. Le médecin va avoir besoin d'un avis complémentaire pour l'aider dans la prise en charge de son patient. Il peut demander des avis aux spécialistes, donc de l'infrastructure à laquelle il appartient, ou bien solliciter des spécialistes extérieurs à cette infrastructure. Et là, plusieurs difficultés peuvent être rencontrées. Donc la première, c'est que les dossiers patients contiennent des données sensibles. Et aujourd'hui, de nombreux outils ne permettent pas d'échanger ces informations facilement, donc de manière sécurisée et ergonomique. Souvent, on peut avoir un outil sécurisé mais difficile d'utilisation, ou bien un outil justement agréable d'utilisation mais ne respectant pas les normes de sécurité. La seconde difficulté qui est rencontrée la plupart du temps est qu'il peut être difficile de trouver un médecin spécialisé et disponible. Et là, il y a de multiples conséquences pour le patient qui sont une prise en charge non adaptée, comme on a pu le voir tout à l'heure, voire même une dégradation de l'état de santé du patient, un sentiment d'incompréhension de son mal-être, occasionnant du stress et une mauvaise expérience dans le parcours de soins du patient. Pour
répondre justement à cet enjeu d'une communication fluide entre les professionnels de santé, nous avons il y a une solution qui est la téléexpertise. Avec la téléexpertise, par exemple, le docteur M va pouvoir solliciter l'expertise d'autres professionnels de santé. En créant une fiche patient sur une plateforme, il va pouvoir présenter le cas de son patient, demander de l'avis d'un ou plusieurs médecins, et cela de plusieurs manières. Donc via une messagerie, de manière asynchrone, ou via une RCP, IRCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire via un outil sécurisé. On a alors une question de Clara. Comment assurer la confidentialité et la sécurité des données lors d'une RCP? Alors, donc, au niveau de la sécurité, nos solutions respectent les normes RGPD sur une plateforme sécurisée garantissant la confidentialité. Dans les RCP, donc il y a on peut paramétrer plusieurs droits, plusieurs rôles, ce qui permet à certains participants d'avoir accès aux fiches patients, à d'autres participants ou des administrateurs qui peuvent modifier, etc., les paramètres aussi d'accès. Et de notre côté, on vérifie aussi si les utilisateurs ont bien renseigné leur RPPS, s'ils ont mis un document justificatif de professionnels de santé, le nom de domaine du mail. On utilise aussi de notre côté des outils souverains pour garantir un certain niveau de sécurité et de fiabilité. Et nous utilisons aussi des serveurs donc, certifiés HDS, hébergeurs de données de santé. Voilà comment on assure justement la sécurité dans les IRCP, notamment avec un zoom sécurisé. Donc, tu peux remettre la slide d'avant, s'il te plaît. Donc, pour répondre, en fait, grâce à la traçabilité aussi, j'aimerais préciser, grâce à la traçabilité des actes sur les plateformes, les deux professionnels de santé peuvent faire valoriser leurs actes auprès de la sécurité sociale. Et pour information, sur Schemit, l'aide à la facturation sera disponible en août, mais nous reviendrons vers vous à ce sujet plus tard. Mais donc plutôt que de vous en dire plus et pour vous donner une vision concrète, je vais laisser la parole à ceux qui en parlent le mieux, donc nos utilisateurs et intervenants Anna et Yaya, qui vont partager leur retour d'expérience, leur retour terrain d'un cas de maladie rare. Merci beaucoup Joseph pour cette description un peu des différentes difficultés et l'environnement des maladies rares en France. Sans rentrer dans le détail, en France, on a la chance que pour la prise en charge des patients maladies rares est quand même bien structurée via des centres experts, ce qu'on appelle des centres de référence. Et ces centres appartiennent à des filières de santé maladies rares. Il y en a certaines qui sont connectées, mais pas toutes. C'est pour ça que je précise un petit peu, je fais ce petit rappel. Et donc ces filières ont eu la charge de mettre à disposition des centres. Vous m'entendez là ou c'est pareil? Joseph, vous m'entendez bien? Nous, on vous entend bien. Nous entendons très mal. Je m'approche du micro, j'essaye de parler fort. Dites si ça fait mieux ou pas. Il faut parler un peu plus fort, oui. Étrange. Je vais essayer de parler fort. Donc je disais, en tant que chargé de mission de la filière Oscar, les filières ont été en charge de mettre à disposition de leurs centres des outils de RCP justement. Et la filière Oscar avait choisi l'outil Cher Confrère à l'époque, qui était un outil qui avait été développé par un médecin de l'hôpital Bicêtre, donc c'était un peu facile. Et justement, ce médecin, le fait que cet outil a été développé par un médecin, fait que c'était quelqu'un qui était vraiment au fait des difficultés, des problèmes et des besoins des médecins qui suivent des patients atteints de maladies rares. Donc vraiment, toutes ces questions de confidentialité, etc., ont été réfléchies dès le début de la mise en place de cet outil. Puis, sans rentrer dans le détail, cet outil qui s'appelait Cher Confrère a été repris par Skesi et s'appelle aujourd'hui Schemit. Donc, nous, là, au sein de la filière Oscar, on était vraiment contents de l'outil Cher Confrère.
Et on était content qu'il y ait une solution de reprise derrière, parce que quand on a annoncé aux médecins qu'on allait potentiellement devoir changer parce que Cher Confrère était amené à disparaître, c'est vrai qu'on a eu une vague de retour des médecins, même toi Anna, dans les médecins de tes centres, qui étaient déçus parce que c'était un outil qui était vraiment très apprécié des médecins, très facile à prendre en main et très ergonomique. Et donc, on a eu la chance que cet outil soit repris par Skezi, qui s'appelle maintenant Skemit. Et au niveau des utilisateurs, nous, on n'est pas dans l'utilisation avec Anna. Concrètement, on ne va pas participer au RCP, on agit surtout en amont. C'est-à-dire qu'on va aider les centres et les médecins à organiser leur RCP. Donc, le temps que leur connexion reprenne, nous avons une question d'Ilona. Quels sont les impacts des IRCP sur la qualité des soins? Donc, les IRCP permettent une prise de décision pluridisciplinaire, mieux informée, une coordination professionnelle plus fluide, ce qui permet de réduire les conséquences dont j'ai parlé tout à l'heure, comme la dégradation de l'état de santé, le stress, de ne pas savoir vraiment Vous nous entendez? quelle est la maladie. Oui, très Désolé, bien. on avait un souci, on vous a dit des problèmes de Wi-Fi en ce moment à la paix, et on avait prévu l'ordi de secours. En fait, il y a des ordis, on ne sait pas pourquoi, qui déconnectent, d'autres qui restent connectés. Donc, on en avait deux, les deux étaient connectés. Celui d'Anna a lâché, donc on passe sur le mien en espérant que ça tienne. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, je suis désolé, j'étais en train de parler de la façon dont on aidait les médecins à organiser les RCP. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, justement, ce que je disais, c'est que nous, on ne participe pas au RCP, on essaye de les accompagner en amont, de leur montrer à quel point l'outil est facile à prendre en main. Et on va créer les RCP pour que ce soit plus simple pour eux, mais derrière, vraiment, c'est soit les médecins, soit au niveau de leur secrétariat ou de leur chef de projet, s'ils en ont dans les centres, c'est eux qui vont être autonomes sur l'organisation des RCP, vraiment. Donc, Anna, toi qui es dans un centre, ça se passe comme ça, vraiment? C'est ça, on va dire que l'avant, après, sans avoir en fait un logiciel dédié au RCP, c'est vraiment le jour et la nuit. Avant, comme vous pouvez imaginer, ou comme vous avez déjà en fait de l'expérience, on utilisait des outils de visio lambda, en fait, qui n'étaient pas du tout agréés pour les données de santé. Et du coup, il fallait un peu chipoter. On s'envoyait des PowerPoint avec le dossier du patient où tout devait être anonymisé. Du coup, on présentait le dossier de Monsieur X, on n'avait pas la date de naissance, il fallait anonymiser les résultats de génétique. Voilà, c'était assez compliqué. Il y avait toujours quelqu'un qui oubliait, du coup, avec un risque, en fait, du coup, de partager des données confidentielles. Et en ayant, en fait, un outil visio lambda, en fait, on avait une licence. Du coup, il fallait s'assurer que s'il y avait plusieurs RCP qui étaient organisés par le même centre, les horaires ne devaient pas se croiser. Du coup, c'était vraiment assez compliqué. Il faut se remettre dans le monde avant le Covid, où il n'y avait pas la visio qui était aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Donc, la PHP n'avait pas mis à disposition Teams pour tout le monde comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il fallait, on avait au sein de la plateforme acheté une licence d'un outil de visio parce que c'était une demande de nos centres qui avaient ce besoin-là déjà, qui avaient identifié ce besoin de se réunir en IRCP. Tout à fait. Et lorsque le ministère, en fait, a compris l'importance et s'est rendu compte que les centres, du coup, se retrouvaient à se partager des données, parce que c'était important de pouvoir donner une réponse aux patients assez rapidement, mais du coup, de se partager des données confidentielles d'une façon qui n'était pas propre. Du coup, le ministère s'est emparé du sujet, a donné un budget à toutes les filières de santé maladie rare. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on a vu la naissance de différents outils de visio certifiés, du coup, où on peut tout tranquillement charger des dossiers patients sans avoir la crainte, en fait, qu'il y ait une fuite de données. Voilà. Et ensuite, pour organiser une RCP sur l'outil, c'est hyper simple. Vraiment, même les médecins qui étaient réticents, on en connaît plusieurs qui ne voulaient même pas toucher l'ordinateur lorsqu'on organisait une RCP. Aujourd'hui, ils sont totalement autonomes. Du coup, lorsqu'on crée en fait une nouvelle RCP, on a la possibilité également en fait de créer un formulaire adapté. C'est-à-dire, nous, on souhaite que lorsqu'un clinicien veut présenter un dossier patient lors de cette RCP, on a un certain nombre d'éléments qui sont hyper importants à voir, certains résultats, des radiographies, je ne sais pas si, du coup, on décide qu'on a besoin de tous ces éléments, on complète, on construit le formulaire
comme on le souhaite, vraiment, on peut poser autant de questions qu'on veut. On peut laisser la possibilité aux praticiens de charger des PowerPoint avec leur présentation si c'est plus simple pour présenter le dossier. Et du coup, il crée un dossier patient qui sera sur la prochaine session de la RCP qui est programmée. Aussi, le côté programmation des RCP est ultra simple, c'est-à-dire que nous, on a la possibilité sur toute une année ou pour les prochains 6 mois de programmer déjà toutes les dates des réunions. L'outil envoie des petites invitations pour des rappels, en fait, de tel jour à telle heure, il y aura cette RCP. Si vous voulez charger un nouveau patient, voici le lien. Moi, de mon côté, je continue à envoyer des petits mails de mon côté à la mailing list, on va dire, du centre, parce que c'est bien qu'il y ait un contact, que je puisse les guider si jamais ils n'ont jamais utilisé l'outil, mais vraiment, je n'ai presque jamais à intervenir. C'est-à-dire qu'un médecin, même qui n'a jamais utilisé Skimit, mais qui veut présenter un dossier à notre RCP, il sait tout seul, suivant un lien, se connecter, charger son dossier patient et le jour J, revenir et se connecter à la RCP. Voilà, ça c'est vraiment très très simple. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le côté. Comme on a été déconnecté, on a peut-être perdu des questions entre-temps. On ne sait pas. S'il y a des choses, n'hésitez pas à nous en faire part. Non, il y a l'utilisation d'un outil de téléexpertise. Avec l'outil de téléexpertise, comment vous améliorez la prise en charge du coup des patients? Est-ce que ça améliore justement le diagnostic qui est fait? Est-ce que vous êtes beaucoup plus efficace pour trouver pour faire le diagnostic et proposer ensuite au final quelque chose pour le patient? Dans tous les cas, le côté plus efficace, c'est que au niveau des centres experts, avoir un rendez-vous en physique, en présentiel, ça peut prendre un certain temps. Donc déjà, le fait d'avoir des RCP sur différentes thématiques bien identifiées au sein de nos centres, ça permet déjà d'avoir une première entrée et ça permet au centre expert de déterminer si vraiment le patient a des symptômes vraiment évocateurs d'une maladie rare qui est prise en charge par le centre, et de l'adresser si vraiment il y a besoin d'un rendez-vous en physique. Ça permet aussi d'avoir le lien plus rapide entre le patient et le médecin expert. Donc ça, moi, je dirais que c'est un des points les plus importants. C'est la diminution de ce qu'on appelle l'errance diagnostique, donc de tout ce qui est ce temps entre le patient qui a plein de symptômes et l'adressage au bon endroit, au bon médecin. Et après, ça, encore une fois, il faut que les médecins qui prennent en charge les patients soient au courant que ces RCP existent. Donc, bon, nous, au sein de la filière Oscar, on fait beaucoup de communication. Chaque fois qu'on participe à des congrès des médecins généraux, etc., on a des flyers avec les QR codes des différentes RCP qu'on a au sein de la filière. Et je pense que c'est pareil pour les autres filières maladies rares. Donc, ça, c'est des filières de faire ça, mais il faut avoir cet outil-là derrière qui permet d'organiser toutes ces RCP. C'est ça. Et en fait, un dossier est adressé à un centre maladie rare, c'est un peu notre politique. On va dire si la réponse au dossier est assez simple et ne demande pas d'avoir une concertation en fait des experts multidisciplinaires, l'avis peut être donné rapidement, surtout s'il y a vraiment une urgence. Mais si le dossier est assez complexe, comme c'est souvent le cas dans les maladies rares, en fait, on dit ce dossier, il faudra le présenter à tel RCP, on leur donne le calendrier. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Nous, on a l'habitude de dire qu'en fait, un dossier est discuté. Pour qu'un dossier soit discuté, il faut qu'il y ait au moins quelqu'un du service présent. Et du coup, on leur dit il y aura un avis multidisciplinaire qui sera donné ce jour-là. Et vraiment, ça permet d'avoir du coup une bonne réponse pour le centre qui peut continuer à prendre en charge le patient peut-être plus proche de son domicile, mais en ayant un avis peut-être du centre coordonnateur, des centres constitutifs, du coup avec une expertise qui est reconnue. Et ce qu'on a vu en fait, c'est que lorsque ça a été plus simple du coup de créer et organiser des RCP, on a vu en fait le nombre d'RCP monter vraiment d'une façon incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont vu que c'était simple de se réunir et du coup ils se sont dit pour cette spécialité aussi on pourrait créer une nouvelle RCP. En fait tous les ans en fait on a des nouvelles RCP qui se créent. Et ce qu'on voit de plus en plus nous en tout cas au sein de la filière Oscar, c'est
On était parti sur des RCP nationales au début, donc RCP géré par le centre un centre, le centre expert avec tous les réseaux, puis d'autres médecins qui ont l'habitude de participer. Et on a de plus en plus des demandes de mise en place de RCP locales. Donc, c'est des RCP qui se font dans des groupes hospitaliers, je sais pas, moi, CHU de Bordeaux, CHU de Lyon, etc. Ils les font déjà soit de façon artisanale, entre guillemets, soit ils se réunissent en salle. Mais ils ont vu le côté pratique de récupérer derrière le compte-rendu, d'avoir le suivi de ces RCP via cet outil qu'ils utilisent pour les RCP nationales. Et du coup, ils nous demandent s'ils peuvent créer des RCP nationales pour continuer sur le même outil. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'avait pas anticipé. On pensait qu'en local, ils continueraient d'utiliser leur propre outil ou de faire ça en présentiel. Mais eux, ils voient un intérêt. Et du coup, nous, on trouve que c'est super, parce que ça permet vraiment d'avoir une visibilité de tout ce qui est fait au sein des centres qu'on n'avait pas avant, parce qu'on avait vraiment uniquement le côté national. Donc là, on voit vraiment que les médecins s'emparent complètement de cet outil pour l'utiliser à plein escient. Et j'avoue, c'est un point qu'on n'avait pas abordé, le compte-rendu. Ouais. Ça, vraiment, la génération du compte-rendu automatique, c'est quelque chose qui nous a vraiment changé le quotidien. Parce qu'en fait, à chaque fois, après chaque réunion, il fallait rédiger un compte-rendu, reprendre du coup l'historique du dossier du patient. Il n'y a pas seulement l'avis en fait, qui était rendu par le comité d'experts, mais il fallait reprendre du coup tout l'historique de la maladie. Il fallait noter qui était les présents à la réunion. Ça, c'est hyper important de noter qui a donné cet avis. Et du coup, là, tout est automatique, c'est-à-dire que les présents, tout est déjà enregistré. Le logiciel peut répondre en fait, via le formulaire l'historique de la pathologie et du coup, il suffit que le médecin il tape quelques lignes de l'avis qui a été rendu par les experts et tout ça, ça va être intégré et il y a un PDF qui est généré automatiquement pour chaque patient. En fait, il suffit de cliquer sur le bouton. Exactement. Et ça, vraiment, ça a changé le quotidien. Et j'avoue que ce qui est aussi très sympa, c'est que du coup, nous, il y a la filière Oscar, on est client de cet outil depuis le début. Et on a pu demander et participer à certaines évolutions. Et on voit qu'il y a vraiment une écoute. Oui, c'est vrai que ça, c'est un point appréciable de voir qu'on est entendu de l'autre côté quand on a des demandes d'évolution, des problèmes, des choses qu'on rencontre. On a, tiens, ça, les médecins nous disent qu'ils aimeraient bien avoir ça. Et c'est vrai que de côté cher confrère, puis ce qui est mythe maintenant, on sent que l'équipe est à l'écoute et au contraire demandeur de points d'amélioration. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. D'ailleurs, j'ai participé au dernier club des bêta-testeurs. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont participé, qui sont présents aujourd'hui. Mais ça permet vraiment d'échanger, de partager des idées d'évolution, ce genre de choses. Et même d'entendre des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, d'en parler nous après à nos médecins, leur demander s'ils pensent que ça peut être intéressant pour eux. Enfin, vraiment de faire le côté inverse et de voir de tester un peu l'idée avant de la valider avec vous, quoi. Et c'est quelque chose qui est assez appréciable. Je vois qu'il y a une question. Ouais. D'abord, Yaya, merci beaucoup pour le retour par rapport au club des bêta-testeurs. C'est vraiment notre ADN de co-construire avec les professionnels de santé, voilà, pour répondre à vos besoins et pour améliorer la prise en charge des patients, finalement. Et donc, ça fait extrêmement plaisir d'entendre cela. Oui, nous avons une question de Margot Chauvet. Les praticiens doivent-ils se créer forcément un compte pour participer? Alors, comme Skimit, c'est une plateforme sécurisée, effectivement, il faut créer un compte pour participer au RCP. C'est nécessaire pour des questions de sécurité, pour qu'on vérifie de notre côté que vous êtes bien des professionnels de santé et donc autorisés à participer au RCP. Il y a d'autres questions dans le QR, là. Juste à côté de conversation. Donc, il y en a une à laquelle on a déjà répondu, l'impact de la IRCP sur la qualité des soins. Pas vraiment sur la qualité des soins, mais sur le fait de diriger les bons patients au bon centre, je dirais. Et après, on a des RCP spécifiques dédiés, nous, au sein de la filière Oscar. Je pense que c'est pareil pour d'autres filières. Des RCP conduite thérapeutique pour l'accès à des traitements innovants. Donc, c'est des traitements qui sont accessibles uniquement quand le dossier est validé par la RCP. Donc, on est obligé de passer par la RCP pour que les patients puissent avoir les traitements. Donc, voilà, sans cet outil, le traitement n'arriverait pas aux patients.
Nous, ça nous est arrivé aussi dans le cadre du centre de créer une RCP dans le cadre d'un PHRC, du coup, d'une étude. En fait, on s'est initié en fait pour évaluer si le patient en question avait les bons critères pour entrer en fait dans une étude clinique. Du coup, évaluer les critères d'éligibilité du patient à une étude. Du coup, ça peut être une utilisation à laquelle on ne pense pas forcément, mais en effet, ça passe multidisciplinaire et du coup, on examinait tous les dossiers des patients qui étaient potentiellement éligibles dans une étude clinique. Nous avons une autre, Oui. une autre question donc, de Maxime. Que peut-on partager comme données? Est-il possible de partager un fichier type DICOM via la plateforme? Est-il possible de créer une fiche RCP avec les questions et les données que nous avons l'habitude de recueillir? Donc, il y a la possibilité, oui, de partager des fichiers type DICOM, mais je vais laisser Yaya et Anna y répondre. Comment vous partagez ces fichiers-là? Comment vous faites voilà. Comme on vous a dit, nous, on n'est pas vraiment dans la participation des RCP en elle-même, donc c'est pas quelque chose sur lequel on pourra vraiment vous répondre. Après, sur la fiche RCP, Anna a répondu, hein, c'est quelque chose qui est complètement customisable. Alors oui, ça tout à fait. Alors en fait, c'est ce que nous, on a une pratique, c'est-à-dire que nous, on demande si c'est possible en fait de créer un PowerPoint. Du coup, dans les RCP avec que je gère, sur lesquels j'aide à l'organisation, on a à chaque fois un PowerPoint pour le dossier, mais en effet, en réalité, il est possible tout à fait en créant un formulaire qui est totalement adaptable. On peut aussi, du coup, j'imagine, partager tout type de fichiers. Mais là, j'avoue que je n'ai pas la réponse précise à cette question. Peut-être, Joseph, tu sais? Ok, tout à fait. Alors, je montrerai aussi comment c'est possible de le faire tout à l'heure super. en partageant mon écran sur l'outil. Mais oui, donc il est possible de partager un fichier type DICOM donc via la plateforme, via la fiche patient. Et on peut créer une RCP justement où on va programmer des questions pour recueillir certaines données. Et quand un professionnel de santé voudra présenter un patient, il devra d'abord répondre à ces questions. Voilà pour préciser voilà, la présentation du patient et pour gagner du temps pour les responsables, experts et administrateurs de la RCP. Et donc les données, voilà, les données peuvent être partagées. C'est pour ça aussi qu'il y a des rôles, des droits qu'on peut programmer, donc qui sont programmés sur la plateforme. Et il faut savoir aussi que les données donc partagées via Skimit, donc à caractère par exemple personnel, sont aussi couvertes par le secret professionnel. Et l'utilisateur doit communiquer au patient dont il enregistre les données sur la plateforme, voilà, les informations relatives au traitement de ces données. Ce qui est aussi sympa, c'est qu'en fait, lorsqu'on crée un profil patient avec un dossier créé et que du coup, on a présenté le patient à une première RCP, il est tout à fait simple de se dire, une année après, en fait, j'ai besoin de demander l'avis d'une autre RCP et il n'y a pas besoin de recréer le dossier de zéro, mais on récupère le dossier et on le transfère vers une autre RCP et on peut aussi suivre en fait les différents avis qui sont donnés par différentes RCP. Ça, c'est hyper important, même pour nous, dans le cadre du centre, de savoir si ce dossier a déjà été examiné par un autre comité d'experts dans notre centre, de voir quel avis ils ont rendu et pourquoi aujourd'hui il est présenté dans notre RCP. Voilà, ça c'est. C'est vrai que le suivi des patients qui ont été présentés, c'est beaucoup plus simple. Enfin, encore une fois, on revient sur le avant-après, mais avant, quand on faisait ça de façon artisanale, entre guillemets, il fallait fouiller dans les mails, dans les dossiers, c'était pas forcément le plus simple. Là, en tapant l'identité du patient, on voit rapidement s'il a été présenté avec de nos RCP, on peut revoir sa fiche et on peut la resoumettre à une prochaine RCP. Ce qui arrive aussi parfois, c'est des médecins qui ne sont pas forcément au fait de tous ces centres de maladies rares qui nous soumettent un patient et en vérifiant le dossier du patient, on se rend compte qu'il n'a pas été adressé à la bonne RCP. Donc ça, c'est aussi rapide à faire. On le réadresse à la bonne RCP et ça se fait de façon très simple. Tout à fait. Des petits exemples de cas quotidiennes.
Oui, oui, donc ça vous permet, donc en plus de trouver un diagnostic plus rapidement, de manière, voilà, avec les expertises voilà, pluridisciplinaires, ça vous permet de gagner énormément de temps au niveau, voilà, plutôt administratif, et la Ah, clairement. préparation, voilà, la préparation de la RCP, la préparation des comptes rendus comme ils se font automatiquement. Et ça vous permet en fait de vraiment vous concentrer au final sur l'expérience du patient. Et il y a un autre côté un peu indirect, mais qui ça permet aussi de partager les bonnes pratiques, au fait. Parce que le médecin qui va participer à la RCP, qui va présenter son cas, il va voir les experts se réunir, discuter, en échangeant avec eux, il va voir que la bonne prise en charge, ça va être de faire ça, ça, ça. Bah, la prochaine fois qu'il aura un cas similaire, peut-être qu'il ne va pas le passer tout de suite à la RCP. Il va se dire, bon, bah, je sais, ça ressemble, je vais faire les explorations, je vais faire ça, ça, ça. Et ça permet de diffuser. C'est aussi un outil de formation, en fait, Tout la à RCP. fait. Ben, nous, notamment dans le cadre de notre réseau, la participation au RCP, c'est par exemple un Ouais. des critères pour valider la participation au Oui, ouais. diplôme interuniversitaire pour les pathologies de notre réseau. C'est-à-dire que si les étudiants n'ont pas participé à au moins 5 RCP sur l'année, on considère qu'ils ne peuvent pas valider la formation parce que vraiment, c'est au cours de ces réunions qu'on se forme sur les pathologies. Dans nos services, on demande à chaque fois aux internes de participer aux réunions parce que vraiment, ça fait partie intégrante de leur formation en spécialité. Dans les maladies rares, c'est essentiel. C'est des cas vraiment complexes et il y a besoin d'avoir conscience de ces échanges entre experts qui, des fois, ne sont pas d'accord entre eux. Du coup, c'est pour ça qu'il y a échange, qu'il y a un quorum et qu'il faut qu'à la fin, on aboutisse à une réponse du groupe d'experts. Ce n'est pas un expert qui donne la réponse, c'est vraiment le groupe d'experts qui va se mettre d'accord sur une réponse. Tout à fait. Que ce soit une prise en charge ou un diagnostic, enfin, vraiment, c'est essentiel d'avoir ce côté multidisciplinaire. Voilà, ça permet d'avoir les bonnes pratiques voilà, pour les internes, etc., directement dès le début. Tout à Dès le fait. début. Est-ce que, donc là, on a une question d'Anissa. Est-ce que vous avez eu des retours de patients sur leur prise en charge après avoir mis en place les IRCP? Et est-ce qu'ils ressentent l'impact de cette organisation? On n'a pas évalué l'impact au sein de la filière Oscar, en tout cas, on n'a pas évalué l'impact de est-ce que vraiment il y a un mieux. Bon, ce qu'on a, c'est pas le retour des patients, c'est le retour des médecins qui Oui. eux, nous disent que clairement, ça fluidifie et ça accélère tout ce process de prise en charge des patients. Maintenant, est-ce que le patient est conscient de tout ce qui se passe derrière? Je ne suis pas sûr. Le patient lui fait signer, le médecin lui fait signer un consentement comme quoi il accepte que son dossier soit présenté au RCP. Il reçoit le compte-rendu de la RCP derrière, mais le compte-rendu va être expliqué par son médecin qui va derrière faire la prise en charge, etc. Donc, je ne suis pas sûr que tous les patients soient conscients qu'il y a tout ce process qui est mis en place. Je pense que le process, il n'est pas porté à connaissance du patient. Il sait que voilà, le médecin est obligé en fait de lui demander son avis. Est-ce que je peux présenter votre dossier aux experts? Du coup, il est au courant qu'il y aura une réunion. Ça, en général, ils disent oui, a priori. Voilà. Il y a pas de raison que le patient refuse. Mais en soi, est-ce qu'il sait comment ça se passe? Est-ce que c'est en ligne? C'est avec les experts nationaux? Ça, j'ai peur qu'on n'ait pas ce niveau de... À la rigueur, pour ceux qui sont vraiment en impasse diagnostique, donc ceux pour lesquels on n'a rien trouvé et qui basculent dans le PFMG, le plan France Médecine Génomique, donc c'est des patients pour lesquels on va faire des analyses génétiques de tout le génome. Et pour valider ces analyses, il faut passer par des RCP d'amont qui doivent être validés par les experts, qui doivent dire, bah oui, effectivement, on a fait toutes les analyses, on ne trouve rien, donc on va faire une analyse de tout le génome. Et des fois, ça arrive qu'ils trouvent quelque chose. Donc là, l'impact, il est concret. C'est des patients qui sont des années sans diagnostic, sans mutation trouvée. Et là, pouf, on trouve une mutation et on met un nom sur une maladie. Les médecins, le plus souvent, les médecins se doutaient que c'était telle pathologie, puisque même sur la mutation, il y a quand même des symptômes qui sont évocateurs. Mais le fait d'avoir la confirmation, c'est un soulagement pour certains patients. Tout à fait. Donc après, pour les autres cas, c'est plus difficile de se prononcer. On a une question de Nathanaël. Est-ce que ce genre de solution donc, peut permettre d'améliorer la recherche vis-à-vis des maladies rares, en plus d'aider au diagnostic? C'est ce que tu disais, vous l'avez utilisé dans le cadre du PHRC pour valider les critères d'éligibilité des patients. C'est quelque chose qui peut se faire
facilement, je pense. Ça, bah oui, comme une RCP Après, classique. je sais qu'il y a d'autres solutions dont Joseph, tu vas nous expliquer derrière, mais l'outil Schemit, il fait partie de la suite Scesi maintenant et il y a possibilité de créer des cohortes. Nous, on ne l'a pas trop utilisé encore au sein de la filière Oscar, mais c'est vrai qu'on y réfléchit et à voir ce qu'on pourra en faire derrière. Mais si on peut créer des cohortes, déjà, on s'approche un peu de études cliniques, études sur données. On n'y est pas encore, mais peut-être qu'on va se lancer dans quelques temps. Tout à fait. Bah, justement, sur ça, on a donc notre solution Skesia qui sert à la collecte de données donc via des questionnaires pour des études voilà, cliniques, du suivi de participants, du suivi patient. Et donc, on est en train de travailler justement sur la synergie Skemit et Skesia pour une collecte 360. Et donc, plus tard, on communiquera aussi dessus. On va pouvoir, par exemple, importer des patients de Skemit vers Skesia pour les interroger et faire un suivi, ou inversement. Super. C'est vrai qu'on n'a pas encore cette expérience-là, mais C'est que ça peut exister. J'ai une autre question d'Anissa. Donc, merci beaucoup pour votre réponse. J'aurais une autre question. Comment est structurée une filière de santé maladies rares? C'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le détail parce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être des personnes qui faisaient partie des filières au sein des participants. Mais voilà, il faut savoir, comme je disais, en France, on a la chance que la prise en charge des maladies rares est très bien structurée. Donc, il y a eu différents plans maladies rares avec beaucoup de financement du ministériel depuis 2004, le premier. Et donc, tous ces plans ont permis d'organiser, de mettre en place les centres experts. Donc, c'est des centres qui sont qualifiés, labellisés par le ministère de la Santé comme centres experts dans la prise en charge des patients maladies rares. Donc, ce qu'on appelle des centres de référence. Et ces centres sont rassemblés au sein de différentes filières maladies rares. Donc, il y a 23 filières en France. À savoir que les filières sont... Donc, moi, je fais partie de la filière Oscar, qui représente les centres des maladies rares, de l'os, du calcium et du cartilage. Donc, il y a des filières qui sont comme ça organisées par thématique organes un petit peu. Donc, la filière file-foie pour les maladies rares du foie, filière respifil pour les maladies rares respiratoires, etc. Et il y en a 23 en France. Et donc, les filières sont coordonnées par un chef de projet et un animateur médical l'animateur médical doit être coordonnateur d'un centre de référence de la filière, forcément. Et après, chaque filière en général, on a à peu près la même structuration, c'est-à-dire qu'il y a ce chef de projet, cet animateur médical, et après, il y a une équipe opérationnelle il y a une moyenne, une dizaine de personnes peut-être. Donc moi, par exemple, je suis chargé de mission recherche et base de données, donc je vais plus accompagner les centres sur la partie base de données. En France, on a la chance d'avoir une base nationale de données maladies rares qui recense tous les cas vus dans les centres de référence maladies rares de patients maladies rares. Et donc, les centres sont labellisés, mais ils ont l'obligation de saisir leurs patients dans cette base. Et donc, les filières doivent accompagner leurs centres dans cette activité-là. Comme... On a de nouveau un problème de connexion Wi-Fi de ce côté-là. Parce que je peux vous proposer le temps qui revienne, c'est de vous montrer la plateforme donc Skemit en partageant mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, oui. Donc ici, on se retrouve sur la connexion centralisée donc de Skesi. On peut accéder à notre solution Skesia ou à Skemit. Donc là, je vais rentrer sur Skemit. Donc là, j'arrive directement sur l'onglet, sur le module Mes patients. Donc ici, je peux voir mes patients que j'ai créés. Et donc ici, si je clique ici, ça va être tous les patients. Donc ici, il n'y en a pas. Mais si on me partage un patient, je vais avoir un cadre supplémentaire ici. Je peux créer un nouveau patient et les suivre. Par exemple, je vais aller sur Jacques Rousseau. Donc, je n'ai pas précisé, mais c'est un environnement fictif. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas voilà, faire comme un professionnel de santé. Donc là, ici,
c'est la fiche patient. On remplit le diagnostic, l'anamnèse, et on peut ajouter des images. Et justement, on peut aussi ajouter un examen DICOM, pour revenir à la question de Maxime de tout à l'heure. On peut voir les télexpertises où la personne a été présentée. Donc ça, ce sont les IRCP où la personne voilà, est présentée. Les médecins qui sont en charge et qui sont responsables de ce patient. Donc ici, c'est notamment voilà, avec ce logo-là, on peut voir que c'est moi qui ai créé ce patient-là et je l'ai partagé à Matteo ou à Youn qui a une spécialité de dermatologue. On peut voir aussi les commentaires qui ont été partagés. Ça peut être juste des commentaires ou sinon ça peut être un avis directement depuis une RCP qui a été donnée. Sur ce module-là, donc médecin, on peut rechercher un médecin par discipline, nom, prénom ou la ville. Pour vraiment, voilà, par exemple, je cherche un addictologue, je vais chercher donc ce médecin, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir lui présenter un patient ou bien lui envoyer directement un message avec un objet, un message, et je devrais voilà, rechercher le patient que je souhaite lui présenter, ajouter des pièces jointes, et après envoyer le message. Il recevra un email comme quoi il a une demande d'avis, et aussi sur la plateforme, il pourra y répondre. Ensuite, il y a le module expertise, où dans ce module-là, on peut ajouter donc, sa nouvelle expertise. Oui, je vais d'abord ajouter une nouvelle expertise. Donc, c'est là où vous allez pouvoir, en fait, mettre dans quoi vous êtes expert, une description, des mots-clés. Et comme ça, les personnes vont pouvoir vous chercher par expertise pour, justement, après, vous présenter un patient. Donc ça, c'est vraiment tout le côté asynchrone qu'on a vu tout à l'heure, et on peut chercher ici toutes les expertises. Par exemple, je cherche un dermatologue, un addictologue, etc. Sur cet onglet, donc les RCP, donc on peut créer une nouvelle RCP, on peut voir les RCP qui ont été créés ou dans lesquels je suis responsable ou administrateur. On peut aussi chercher, donc taper toutes les RCP pour voir voilà, ce qu'il y a sur Skimit, voir ce qui correspond le plus voilà, pour présenter votre patient. Là, si je rentre, donc là, je vais rentrer, on peut présenter un patient directement depuis ici, c'est un raccourci. Donc là, je suis rentré. Ici, on peut ajouter ou supprimer des patients. Donc là, je vais mettre mon second patient. Ces patients seront à traiter à la prochaine séance de RCP. Ici, on peut ajouter donc les médecins qui vont participer à la RCP. Ici, on va pouvoir donc ajouter les séances de RCP. Par exemple, donc là, je vais ajouter une séance pour aujourd'hui à 12 heures. Hop. Et là, on peut voir qu'il y a un bouton visioconférence qui vient d'apparaître, donc on peut y accéder. On peut mettre une récurrence quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, ou ajouter vraiment, si c'est pas à des dates un peu fixes, ajouter une séance et choisir vraiment le créneau que l'on souhaite. Donc là, il y a le bouton visioconférence. On peut voir qu'il y a le bouton de visio en raccourci pour accéder plus rapidement voilà, à la visio de la séance. Et là, on peut voir, donc, si je clique dessus, que ça va lancer une réunion Zoom sécurisée. Après, il y a on peut, là aussi, pour répondre à la question de Maxime de tout à l'heure, c'est ici qu'on va pouvoir personnaliser sa fiche patient. Donc, on va pouvoir ajouter une section, par exemple, avez-vous des marques rouges est-ce que votre patient a des marques rouges sur les bras, etc. On peut faire
un choix unique, un choix multiple ou du texte, ou on peut demander l'insertion d'un document, par exemple, image de la peau ou du problème. Et ensuite, quand on va venir présenter un patient, bon là, il manque une information parce que je n'ai pas rempli ce champ-là. Et une fois que on a programmé donc toute cette fiche patient, lorsqu'on va présenter le patient, le médecin va devoir répondre aux différentes questions. Et on peut aussi, donc là, c'est plus pour le côté compte rendu, etc. Il suffira, donc là, je clôture. Imaginons, on a mis des avis durant la séance. Je vais pouvoir ajouter, donc là je vais rajouter Michel. Donc je vais pouvoir aller dessus et cliquer ici, voir les commentaires. Je pourrais faire aussi des nouveaux commentaires, etc. Et là aussi voir quelle telle expertise il appartient, à quel médecin est responsable, etc. Ce qui est possible avec Schemit, c'est qu'on peut faire tout un espace donc portail où avant de se connecter, on peut partager un lien donc qui est public où on peut voir par exemple là donc on a mis des logos etc. avec un petit texte pour présenter le groupe hospitalier Skesi donc qui est bien fictif. Et on peut voir voilà, les différentes expertises RCP qui y sont rattachées. Et on peut présenter un patient depuis ici, depuis ce portail public, sauf qu'en cliquant sur Présenter un patient, la plateforme va vous demander de vous connecter, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est un espace sécurisé pour les professionnels de santé. Là, je vois que la connexion est revenue. Yaya et Anna. Du coup, j'en ai profité pour faire rapidement. Oui, désolé. Hein. On a changé de bureau en catastrophe. Heureusement, le réseau il est mieux quand on a des RCP. Pas comme ça à chaque fois. Du coup, on ne sait pas ce qu'on a loupé. On a loupé. On a vu quand même la démonstration. On a perdu. Oui, pour la démonstration. Exactement. Donc, on a une question de Navarro Ponce. Monsieur Debza, qui peut accéder à la base de données maladies rares en France? Alors, vous avez répondu dans le chat, mais en gros, aujourd'hui, la base, elle est accessible pour les centres de référence, pour la compléter et pour y accéder, pour leur donner à eux. Et après, il y a un site, donc j'ai mis le lien, le site de la BNDMR, qui est accessible au grand public. Et sur ce site, il y a des rapports. Ils mettent un rapport 2 fois par an, je crois, du nombre de cas recensés par maladie rare, qui est hyper intéressant. On utilise beaucoup ce rapport. Et en plus de ça, tout le monde peut faire des demandes, pas uniquement les acteurs du monde maladie rare, mais vraiment même les associations de patients, et ça, c'est très appréciable pour elles, peuvent faire des demandes d'extraction à la BNDMR, des demandes un peu plus précises. Et derrière, c'est évalué. Les demandes sont évaluées par un comité scientifique de la BNDMR et qui répondra favorablement ou non en fonction de la demande. Mais il y a beaucoup de données qui sont publiques, qui sont accessibles. Et d'ailleurs, pour préciser, donc la BNDMR, c'est la Banque nationale de données des maladies rares. Exactement. Et on peut, nous, de notre côté, importer la donnée, par exemple Bamara, construire avec vous voilà, quelque chose pour éviter la double saisie des données via une API. Ça permet voilà, de faciliter. On le découvre. On n'était pas au courant. Intéressant. C'est surtout du côté Skesia, mais avec les synergies, etc., de Skesia, Schemit, voilà. Je me permets de mettre dans le chat en réponse à Anissa. J'avais commencé la réponse et ça a coupé. Donc, pour plus d'informations, il y a un site, je vous mets le lien, c'est le site des filières de santé maladies rares, dans lequel vous avez toutes les informations sur toutes les filières, avec le lien des 23 filières. Et en fonction des filières, vous aurez vos réponses. Eh bien. Pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais. Il y a une question. L'API a intéressé, mais je comprends. Nous aussi, on est intéressé. Alors, que faut-il faire pour avoir accès à l'API permettant de passer de Schemit à Bamara? Donc,
il faut que donc plus ça, je me renseigne avec notre CTO, voilà, qui est expert voilà, dedans. Donc pour le moment, c'est actuellement largement possible sur Skezia. Sur Skemit, il faut que je demande donc plus de précision avant d'apporter une réponse. Mais avec les synergies qui vont être installées entre Skezia et Skemit, ce sera faisable et sûrement faisable actuellement. Mais ça, on reviendra vers vous. Je reviendrai vers vous avec la réponse de notre CTO. On est intéressé par la réponse aussi. Il y a d'autres questions? Oui. Alors, des praticiens non inscrits sur Skemit peuvent-ils participer au RCP en visio? Donc non, alors c'est pas possible car donc comme je disais tout à l'heure, ça doit être sécurisé et si des personnes non inscrites peuvent accéder à Skemit, on ne peut pas garantir que ce sont bien des professionnels de santé. Et comme il y a des données patients, euh, etc., c'est un peu compliqué. Donc, c'est obligatoire voilà, de s'inscrire sur la plateforme. Sachant que aussi, vous pouvez utiliser Skezia parce que c'est un compte pour nos solutions. Et s'inscrire sur Si, Skemit donne accès à Skezia aussi directement, c'est ça? Voilà. Ben, par exemple, donc j'ai présenté au début, quand je me suis connecté, c'était la connexion centralisée. Je pouvais accéder à Skimit ou à Skezia et il suffit du même compte en fait pour passer de l'un à l'autre. On a une question. Nous, au sein de la filière Oscar, en général, moi, j'ai un profil administrateur, donc je peux donner l'accès au secrétaire médical des centres quand je sais qu'elles sont bien identifiées, en général, c'est un mail qui est envoyé avec le médecin coordonnateur en copie en disant je suis la secrétaire du médecin, machin. Est-ce que je peux avoir accès? Évidemment, je donne accès. Je sais que c'est du temps de gagner pour le médecin qui délègue certaines tâches à son secrétariat. Donc ça, je sais que nous, en général, on a la main pour le faire. Je ne sais pas si c'est le cas dans chaque filière, mais il faut passer par ceux qui gèrent un peu les comptes des RCP. Et donc, pour répondre à la question, pour répondre à Florent, je suis intéressé pour savoir comment on fait le lien entre Bambara et Skezia. Donc, les développeurs peuvent, avec un lien, faire l'interopérabilité entre, du coup, Bambara et Skezia. C'est pas encore le cas actuellement, mais ça peut l'être, ça va l'être bientôt, c'est ça? Pour Skezia, c'est possible. Ah, pour Skezia, oui, ok. C'est C'est pour déjà Skemit. fait actuellement sur certains projets. La visio est-elle sécurisée ou est-ce comme Zoom? Donc la visio est sécurisée, on ne peut que y accéder donc depuis la plateforme donc Skemit. On peut donc aussi, donc ça c'est récent, on peut ajouter la RCP à son agenda directement, donc un agenda Outlook ou Gmail. On peut cliquer sur rejoindre la RCP, mais il faudra se connecter donc à Skemit pour avoir accès ensuite au Zoom. Euh, et c'est aussi en cela que c'est sécurisé. Moi, j'ai une petite question, j'en profite. Ce qui est des outils d'IA un peu, est-ce que vous avez des idées de comment en intégrer sur Skemit ou Skezia pour aider un peu les utilisateurs? Je sais que c'est à la mode, donc je pense que vous y réfléchissez. Alors effectivement, on y pense dans notre roadmap. Justement, on veut mettre un chatbot aussi avec de l'IA pour accompagner plus facilement les utilisateurs de Skimit voilà, sur leurs questions, sur comment on fait telle chose ou telle chose. Donc ça, on est en train voilà, d'y réfléchir. On pourra revenir dessus plus tard, par exemple à un autre club utilisateur. Voilà. Je garde la question pour ce moment-là alors. Euh, donc,
Est-ce qu'il y a d'autres points que nous n'avons pas abordés et dont vous souhaitez discuter? Est-ce qu'il y a d'autres Question là dans questions? le QR, ouais, je te laisse en prendre connaissance. Alors, des personnels sans numéro RPPS peuvent-ils participer? Alors, donc, le numéro RPPS, il y aura un message, un mail au bout d'un mois pour vous inviter à rentrer votre numéro RPPS, mais il faut donc soit rentrer son numéro RPPS, soit on vérifie le nom de domaine du mail pour s'assurer que la personne est bien un professionnel de santé, ou un document, voilà, justificatif que vous êtes bien un professionnel de santé. Oui, si on fait partie d'un centre maladie rare, d'une filière, mais on n'a pas de numéro RPPS, ben, l'équipe normalement valide la création du compte quand même. Mais pour les médecins, il y a besoin d'avoir de rentrer le numéro RPPS. Mais nous, voilà, on a pu le créer même. Oui, c'est le cas pour les secrétaires médicales aussi, quand elles ont Mhm. besoin d'avoir accès pour rentrer un peu des données préliminaires. Elles n'ont pas de numéro RPPS non plus, mais le compte se valide autrement en général. Alors, j'ai une dernière question. C'est peut-être hors sujet, mais en tant que patiente partenaire, je me pose cette question. Est-ce que le patient concerné par une RCP ou une IRCP peut lui-même y participer ou bien un patient expert? Alors, non, parce que la solution est centrée sur l'expertise médicale donc pour les patients, mais par les professionnels de santé. En revanche, du coup, avec les synergies, par exemple, ce sera avec Skezia Skimit, vous pourrez participer via des questionnaires, un suivi patient. Et quand il y aura une connexion entre Skezia et Skimit, donc c'est là où ça servira le plus. Mais non, la solution est vraiment centrée sur les professionnels de santé voilà, pour le patient. Le patient peut demander à voir le compte-rendu de la RCP, ça, tout à fait, mais pas participer du coup à la réunion en soi. Donc, maintenant, je vais d'abord vous parler donc, de deux événements à venir donc, chez Skezi. Donc, le plus proche qui sont les 5e rencontres donc, de Skezi sur la santé de la femme qui se déroulera le jeudi 26 juin. Et donc le prochain webinaire sur les préférences patients, rôles, perspectives et limites. Mais sur celui-ci, on vous tiendra informé très prochainement donc, de la date exacte de ce webinaire. Et vous pouvez scanner le QR code voilà, pour vous inscrire aux rencontres de Skezi. Et pour finir, je souhaite remercier à nouveau Anna et Yaya. Je souhaite vous remercier pour votre participation à ce webinaire et également à vous qui êtes venus. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir de partager, de faire ce retour d'expérience. Oui, merci beaucoup. De toute façon, je pense qu'on voit qu'on est convaincu Ah, par l'utilisation. Ouais, c'est quelque chose que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on vous le remonte et c'est réglé rapidement. Ouais, ça, absolument. Merci encore. Merci beaucoup Merci à pour tous. votre écoute et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.